Ok? Ok. Alors, ça marche un petit peu mieux. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence de clôture. D'autant que vous devez commencer à être un petit peu fatigués. Il est 17 heures. La plupart d'entre vous sont là depuis 9h30 ce matin. Vous avez passé une grosse journée. J'en ai vu pas mal en rentrant dans la salle bâiller ou se tenir le cou, ce qui sont des signes de fatigue. Souvent, on vous dit de pas conduire dans cet état-là d'ailleurs. Bonne chance pour le départ. Moi, je suis là pour regarder, faire quelques expériences avec vous pour voir qu'est-ce qui reste dans votre cerveau à la fin de cette journée. Voilà. Alors, qui parmi vous, là, levez la main, a le sentiment aujourd'hui d'avoir déjà pas mal réfléchi? Allez-y, gardez la main levée, gardez la main levée. Ok, donc c'est surtout au dernier rang. Les premiers rangs, ça réfléchit pas trop, j'ai l'impression. Et plus derrière, c'est les gens qui réfléchissent, parce qu'il y a personne qui a levé sa main au premier rang. Alors, je vise personne. Hein. Pour expérimenter cela, je vais avoir besoin, parmi ceux qui ont levé la main, de venir sur scène, faire une ou deux petites expériences de rien du tout. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous taper la fiche, mais il me faudrait 2 volontaires, s'il vous plaît. 2 volontaires, sinon je vais les chercher. Allez, qui a du courage? Oui! Allez, un monsieur pour le deuxième, pour équilibrer. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Marie-Claire. Marie-Claire, ok, je vous laisse vous installer derrière le pupitre. Un deuxième volontaire? Il n'y en a pas? Vous, monsieur. Eh ouais. Là, c'est pour détendre l'atmosphère, pour détendre votre cerveau émotionnel, notamment. Faites gaffe parce que j'ai pas fait exprès, en fait. Alors, je vais vous tendre un micro. Oui. Monsieur, je vais vous tendre un micro aussi. Vous appelez comment? Bonjour Marie-Claire. Ah, ok. Bonjour. Donc, Justin et Marie-Claire vont se prêter à 2 petites expériences pour s'amuser comme ça en fin de journée. Hein. Je vous montre cette image-là. Et Justin, je vais vous demander en premier, qu'est-ce que ça vous évoque, cette image? Un gâteau, une pâtisserie. Un gâteau, une pâtisserie, d'accord. Une fête, mais pas forcément un anniversaire, parce qu'on a un peu de lumière, etc. Ok. Allez-y, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, un événement, quelque chose, mais pas forcément engageant, parce que on a vu plus beau comme gâteau, je pense. Ok. Oui. Allez-y. Autre chose à dire? Oui, une pâtisserie que l'on mange avec des amis, avec de la famille. Ok. Merci pour cette expérience. Je voulais juste savoir ce que vous ressentiez sur ce premier exercice. Maintenant, je vais vous demander un sentiment sur un deuxième exercice. Ouais. Alors, je vais vous demander à vous, Marie-Claire, oui. De me dire, c'est un exercice, hein, vous allez me dire si les mots de haut en bas, de gauche à droite, sont en majuscule ou en minuscule. Vous ne lisez pas le mot, vous me dites juste s'il est en majuscule ou en minuscule. Donc vous descendez comme ça. Là. Vous avez compris l'exercice? Oui, comme ça. Oui, je vais essayer. Vous descendez et vous me dites s'il est en minuscule ou en majuscule. Oui. Allez-y. Alors, minuscule. Oui. Majuscule. Minuscule. Minuscule. Majuscule. Majuscule. Papa. Allez-y, continuez. Ouf. Ah, là, il y a un truc. Non. C'est bien. Minuscule, majuscule. Ah, mais pourquoi on dit toujours minuscule, majuscule? Allez-y. Minuscule, majuscule, oui. Minuscule, minuscule et majuscule. On l'applaudit bien fort. Alors, même type d'exercice pour vous, Justin. Vous allez non pas me lire
Vous allez non pas me lire le mot, mais me dire la couleur de chacun des mots. Ok. Allez-y. Rouge, blanc, vert, bleu, noir, vert, rouge, marron, blanc, bleu, rouge. Blanc, vert, noir, rouge, marron, bleu, noir, marron, vert, blanc, blanc, vert, noir, rouge, bleu. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors, il y en a qui ont rigolé, mais sans déconner, c'est pas facile cet exercice, je le fais souvent. Et notamment à ce moment-là de la journée, ça devient de plus en plus dur. Parce qu'on doit résister un petit peu dans son cerveau à un instinct pour aller un petit peu à l'encontre de cet instinct. Alors, est-ce que vous pouvez me dire lequel des deux exercices, entre le gâteau ou l'exercice de lecture, a été le plus agréable? Moi, je préférais l'exercice. Vous préférez l'exercice, d'accord? L'exercice, la lecture, oui. Ok, donc on a des gens qui sont stimulés intellectuellement par les exercices. Merci de cette réponse. Je vais enfin vous faire un dernier petit exercice. Alors, c'est un exercice de maths cette fois-ci. Et après, c'est le dernier, après j'arrête de vous en dire. Merci, à bientôt. Alors, je vous laisse vous concentrer, mais répondez assez rapidement. Une raquette et une balle coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Une euro 10. La raquette. Allez-y. De toute façon, il y a un piège. Oui, forcément. Certainement. Google, mon ami. Oui, on pose la question à Google. N'ayez pas peur. Franchement, je décomplexerai les choses après. Je sais pas, 2,10 € peut-être. 2,10 €. Ouais. Une raquette et une balle coûtent 1,10 €. La raquette et la balle coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Allez, plus que 5 secondes, il me faut une réponse. Justin? 10 centimes. 10 centimes. Marie-Claire? 2,10 € ou 1,10 €. 1,10 €, d'accord. Dans le public, combien vous auriez dit? J'entends des 5 centimes et des 10 centimes. 5, ok, on insiste sur 5. Alors la réponse est 5 centimes. Bon, pour ceux qui ont besoin de se le refaire, je vous laisse prendre en photo et de le refaire ce soir en rentrant. Bon, on n'est pas là pour faire des maths, donc je vous fais l'exercice rapidement, mais si la raquette plus la balle coûte 1,10 € et que la raquette c'est une balle plus 1,10 €, je vous le fais avec 5 centimes par exemple. La raquette et la balle coûtent 1,10 €. Donc, si la raquette coûte 5 centimes, elle coûte 1 € de plus que la balle. Enfin, pardon, si la balle coûte 5 centimes. Moi aussi, je suis fatigué. Ouais, on va le faire dans l'autre sens. Imaginez que la balle coûte 5 centimes. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Donc, la raquette coûte 1,05 €. Oui. La raquette plus la balle, 1,05 € plus 5 centimes, font 1,10 €. Ok. Bravo. Ouais, il y a du level. Hein. En fin Alors, d'après-midi, c'est dur. j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un exercice de niveau collège. Bon. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans ce type de conférence, 90% des gens échouent pour cet exercice simple. Et puis surtout, attendez, j'ai une question avant. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes manquent d'intelligence? Bien sûr que non. Merci. Merci. Merci de votre bienveillance. Bien sûr que non. Et je vais même aller plus loin. Cet exercice, il a été fait pendant la cour entre les cours sur les campus de Harvard, de MIT, de Princeton, donc un peu l'élite, on va dire, américaine. Plus de 50% des étudiants ont échoué. Plus de 50% des étudiants ont donné souvent la réponse instinctive qui était 10 centimes, mais ces gens-là, qui font des maths toute la journée, qui font de l'analyse, etc., ont échoué à cette question qui est de niveau collège, tout comme vous. Mais c'est normal. Alors, je vous remercie. Je vous laisse rentrer à votre place. Et avant quand même, je vais vous offrir un petit gâteau pour reprendre un petit peu d'énergie, parce qu'il s'agit tout simplement, c'est la fin de journée, et vous n'aviez pas du tout envie de répondre à cet exercice. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tous d'accord pour dire que Marie-Claire et Justin ont des ressources mentales, ils savent faire ce type d'exercice, mais ils n'ont pas réussi à ce moment-là aujourd'hui. Bon, il y a la scène aussi qui joue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont tout simplement des êtres humains. Ce sont tout simplement des êtres humains. Et pour comprendre même ce qui s'est passé, il faut bien comprendre c'est quoi un être humain. C'est quoi un être humain? Alors, un être humain, notamment dans sa vie mentale, elle est régie par deux agents. On a souvent une sorte de conception, on a un cerveau gauche, un cerveau droit, etc. Ça a été très bien théorisé par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a donné une lignée à tout un tas de prix Nobel d'économie, dont Richard Thaler, par exemple, prix Nobel d'économie en 2017. Et la particularité des économiciens avec du talent ces 20 dernières années, c'est qu'ils ne viennent non pas des sources mathématiques, etc., c'est qu'ils viennent des neurosciences, de l'économie comportementale, et plutôt que de présupposer que l'être humain est un être rationnel, comme on le fait depuis à peu près 200-300 ans en sciences économiques, eux, ils observent l'être humain dans des situations et ils se disent, non, l'être humain, il agit souvent émotionnellement. Donc, l'être mental est régi par deux systèmes. Le système 1, pensée rapide, intuitive, immédiate, incontrôlée, c'est-à-dire conduire une voiture, marcher, manger, faire un travail qu'on a l'habitude de faire. Et puis, le système 2, qui, lorsque le système 1 n'est pas suffisant, prend le relais. Donc ça, c'est par exemple apprendre à conduire. Conduire, on le fait en système 1 habituellement, mais quand on ne sait pas conduire, c'est un exercice mental puissant. Donc il faut apprendre à conduire. Un devoir de mathématiques inconnu. L'assemblage d'un meuble Ikea. Ou se retenir de ne pas insulter son supérieur hiérarchique qui vient de nous mettre attaqués, par exemple. Ça demande le système 2 parce que je ne lui réponds pas que je le déteste, mais je prends sur moi et je dis cette chose-là, par exemple. Donc tout ça, c'est système 2. Donc, Daniel, la particularité de ce système 2, c'est qu'on l'utilise un minimum de fois dans la vie. En fait, en réalité, donc, par exemple pour Daniel Kahneman, 90% de notre vie mentale, elle est régie par le système 1. Le système 1, il domine notre vie. Il domine vraiment notre vie. C'est avec lui qu'on vit au quotidien. Et s'il y a vraiment une chose à retenir de ce moment, c'est qu'on est beaucoup moins des êtres calculateurs qu'on ne l'imagine. Donc j'aime bien une des citations de Daniel Kahneman qui dit « La loi générale du moindre effort s'applique aussi bien à l'effort physique qu'intellectuel. S'il existe plusieurs façons d'atteindre le même objectif, les gens finiront par graviter par celui qui prend le moins d'énergie. La paresse est profondément ancrée dans notre nature. » C'est ce qui s'est passé dans notre exercice de maths tout à l'heure. C'est que finalement, pourquoi utiliser une concentration énorme pour répondre à ce problème alors qu'il n'y a rien à gagner, ça ne vaut pas le coup, il ne m'a même pas promis un chèque de 200 € à la fin, etc. Si je vous avais promis quelque chose d'énorme, il est possible que vous ayez réussi à cet exercice. Il est fort possible même. Tout ça pour dire, en ayant cette vision de l'être humain, alors je pourrais faire 1 heure sur le sujet, mais pour prendre quelques leçons, mettez-vous maintenant dans les chaussures du mec qui rentre du boulot, qui arrive chez lui pour chercher ou réserver ses vacances. Comme vous, là, vous qui avez fait 2-3 exercices de maths, etc., dites-vous, après une longue journée, mettez-vous dans les chaussures du potentiel touriste qui est chez lui après 18 heures et qui réserve ses vacances. Faites preuve d'empathie avec ce mec-là parce qu'il ne lui reste pas beaucoup de jus. Il ne lui reste pas beaucoup de jus pour faire des efforts mentaux, même qui ne sont pas hyper énormes. S'il vous plaît, ne lui demandez pas d'effort mental, rendez-lui la vie simple. Et c'est en lui rendant la vie simple, en attaquant son cerveau émotionnel, que vous y arriverez le mieux. Parce qu'il n'aura pas forcément envie d'y mettre de ressources. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Là, on est sur un site de Burger King International. On est sur la page de contact. À votre avis, le visiteur du site de Burger King remplira-t-il ce formulaire, sachant que des élèves de Harvard n'ont même pas fait l'effort de faire un calcul simple qui était largement à leur portée? À votre avis? Je vous entends pas. Merci. Eh ben non. Faites preuve d'empathie et dites-vous, quand quelqu'un arrive sur mon formulaire de contact, c'est que je n'ai pas été capable de lui délivrer l'information qu'il cherchait. Il est obligé d'aller sur mon formulaire de contact pour avoir l'information qu'il recherchait. Donc je ne vais pas profiter de ce formulaire de contact pour lui demander 10 000 informations dont je pourrais profiter derrière, etc. C'est bien, sauf que ça va le faire fuir. Parce que je n'ai pas fait assez preuve d'empathie avec lui. S'il est sur mon formulaire de contact,
c'est parce que je n'ai pas complètement réussi à répondre à son besoin, donc je fais preuve d'empathie, je lui rends la chose simple. 3 champs, nom, email, message. Quelques études d'ailleurs démontrent, donc par exemple je prends une étude HubSpot, passer de 4 à 3 champs augmente de 50% le taux de conversion. Moins il y a de champs, plus vous avez de chances que les gens le remplissent. Parce qu'ils ont la flemme, ils n'ont pas envie de répondre, de remplir les 10 champs que vous leur avez demandé. Et puis il y a même une peur, je vous parle juste du numéro de téléphone. C'est quelque chose qui fait, comment dire, c'est un trigger émotionnel qui est un bloqueur. Si vous mettez un numéro de téléphone obligatoire, les gens ils vont arrêter parce qu'ils auront peur que vous les polluiez sur leur téléphone portable. Donc mettre le numéro de téléphone comme optionnel et non obligatoire fait passer le taux d'abandon de 39% à 4%. Donc revenez un petit peu en arrière, ne demandez pas trop de données à l'utilisateur. En plus, vous arrivez à les avoir d'autres manières parce que c'est un blocage pour lui. Alors, deuxième exemple, là c'est une analyse intéressante d'un site internet où on arrive à voir en fonction du taux de conversion horaire, donc là on a de minuit à 23 heures, et puis on voit que le taux de conversion pendant la nuit ou en soirée après 18 heures est plus faible que le taux de conversion pendant le jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous sollicitez probablement trop le système 2 de vos visiteurs. Parce qu'ils convertissent uniquement pendant qu'ils ont aux heures de la journée où ils ont le plus de jus, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les heures de la journée où ils sont le plus en train de faire des achats en ligne, puisqu'ils sont au boulot. Donc là où il y a les plus gros taux, c'est du 9h à 17h, c'est là où les gens ont le plus de jus, alors que les taux sont faibles en soirée. Ça montre bien que votre processus est trop rationnel. Vous êtes lourd, en gros. Enfin, ça veut dire, quand on a un site comme ça, qu'on est un peu trop lourd sur notre site et qu'il faudrait un petit peu simplifier, plus faire d'images, plus faire de choses simples que de choses compliquées, parce que ça ne convertit plus quand il n'a plus de jus, l'utilisateur. Alors, maintenant, une publicité. J'ai travaillé sur le secteur du camping-car pendant 3 ans. J'ai accompagné des acteurs importants sur ce secteur-là. Et puis, dans les magazines de camping-car, c'était dur. Le point de départ qu'on avait, parce qu'on avait essentiellement ce type de publicité-là. Alors, à votre avis, le lecteur d'un magazine de camping-car fera-t-il l'effort de chercher à lire ou à comprendre tout ce qu'on lui a écrit, sachant que les élèves de Harvard n'ont pas fait l'effort de faire un calcul simple? À votre avis? Je ne vous entends pas. Hein? Ouais, merci. Il y a trop de texte, sachant qu'en plus, par défaut, on a plus confiance en un article de presse qu'en une publicité, sachant aussi qu'une publicité interrompt le lecteur dans son expérience de lecture. Il n'a pas demandé le lecteur à avoir des publicités. Faisons l'effort d'être sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel avec moins de texte, parce que là, on lui demande trop d'efforts. On ne le respecte pas assez, le lecteur, ici, quand on fait ça. Et puis je vais terminer par une expérience de réservation personnelle qui montre bien que le processus rationnel, c'est pas forcément ça qui marche. C'était il y a quelques années, j'étais en train de réserver des vacances en Corse. Et moi, quand je réserve des vacances, je suis radin. Et deuxièmement, je suis à la recherche de la bonne affaire. Donc je me mets en mode de 23h à 4h du mat, je compare. Je vais sur tous les sites où je peux comparer pour chercher le meilleur deal entre qualité de vacances, authenticité, mais aussi meilleur prix. Et donc je compare pendant toute ma soirée pour chercher des vacances en Corse. Et à la fin, j'ai réservé des vacances en Sardaigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, peut-être que je me suis un peu fatigué mentalement. Et puis il y a une image, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais une image de Sardaigne qui est apparue pendant ma réservation de vacances en Corse, enfin pendant ma recherche, qui m'a séduit. Et je pense que j'étais un peu cuit à ce moment-là. Et puis il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. Je vais pas recomparer 10 000 fois. Il y avait à peu près tout ce qu'il fallait dans mes critères. J'ai réservé en Sardaigne. Comme quoi, parfois, une simple image peut dévier un parcours qu'on a trop rationalisé. Je vous remercie.